quand même. De retour pour la suite du Fighter Club Sunday, votre émission qui revient en images sur tous les événements du week-end Fight. Et quel week-end de dingue on a vécu. On avait Christian Mbili il y a quelques instants, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Et la nuit dernière, l'UFC 317 à Las Vegas avec ce main event incroyable pour le titre des moins de 70 kilos entre Ilia Topuria et Charles Oliveira. On n'a pas été déçus, enfin ça dépend qui vous supportez en même temps. Je parle même pas que pour toi, parce que je sais que Charles Oliveira est un des combattants les plus appréciés C'est un membre de ma famille. Du monde entier. Bon, alors, il se trouve qu'il n'y a pas eu de suspense finalement dans ce main event parce que Topuria a éteint le Brésilien d'entrée et ça a laissé quasiment sans voix Antoine Simon et Mika Lebou aux commentaires. C'est pas comme s'il y avait une vraie recherche pour aller casser à distance. On voit bien que c'est pas travaillé. Regardez le travail au corps et à la... Oh là là, il a défendu, ça y est, c'est terminé, c'est terminé. Ouais. KO premier round et victoire de Topuria. Ouh là 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 là, un KO dramatique qu'il vient d'infliger à l'ancien champion. Ilia Topuria, c'est quelque chose. Ilia Topuria, il est parti pour régner longtemps. Là, je sais même pas quoi dire, c'est que je l'ai senti venir. C'est-à-dire que je l'ai senti venir cette droite et en fait on n'est même pas étonné. Non. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'il arrive à mettre KO une légende, c'est la 3e légende qu'il accroche à son palmarès et on n'est même pas étonné de ce qui vient de se passer. Ça va, Jalito? Ça va pas du tout. Vous m'avez mis les images 19 fois, j'en peux Bah plus. oui, mais là, c'est l'image du week-end, on est obligé de le montrer. Est-ce que tu y as cru quand même à un moment où juste tu pensais que le scénario serait peut-être différent? Soyons honnêtes, je savais tous que Topuria, il avait tout pour éteindre Do Bronx, surtout qu'on sait que Do Bronx, c'est vraiment pas le mec le plus... Il encaisse pas... Voilà, le plus résistant. Je pensais que ça allait arriver, mais un peu plus tard dans le combat, genre 2e round, qu'il y aurait un peu plus d'échanges entre les deux. Malheureusement... C'est vrai que ça arrive beaucoup plus vite. C'est beaucoup trop tôt. En fait, pour tout le monde, parce que même qu'on prenne parti ou pas, c'est vrai qu'en main event, quand c'est aussi rapide. C'est aussi rapide, puis qu'il n'y a pas de... C'était vraiment à sens unique, en fait, Kabir. Il n'y avait pas Taylor au commentaire, mais franchement, il aurait sorti son « wow ». C'est ça, en fait. Ça donne l'impression qu'Oliveira, il a éclipsé la légende. On a totalement oublié que c'était avant tout un grand champion qui a battu des records, qui a le plus grand nombre de finishes, on le rappelle, à l'UFC. Et en fait, il s'est occupé de lui en 2 minutes 30. Il a laissé pour mort au milieu de la cage, comme si c'était un mannequin. Tu le disais, c'est les mannequins. Des accidents de la route. Prévention routière, c'est incroyable. En plus, il est bon debout, Oliveira. Et c'est vrai que beaucoup de gens l'attendaient aussi potentiellement pour un combat et une lutte au sol. Et un gros aspect de grappling. Mais on l'oublie beaucoup que Ilia Topuria, c'est aussi un expert au sol. L'essentiel de ses premières victoires. Peut-être pour ça qu'il n'y est pas allé aussi. Tout à fait. L'essentiel de ses premières victoires, c'était par soumission. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il a réussi à plutôt bien gérer. On en avait vu tous ces combats mardi avec Sacha sur Twitch. On avait fait un retour avec un react. Et on voyait que dès le début, il avait ses grosses bases en lutte et que petit à petit, il a rajouté sa boxe. Et une boxe vraiment solide avec des frappes précises et puissantes. Et ça lui a permis de gagner le KO. C'est ce qu'on va voir parce que c'est vrai qu'il y a très peu de choses finalement à analyser de ce combat parce que c'est allé très très vite. Mais que ce soit le KO ou même le reste du combat, il y a quelque chose qui est assez symptomatique. On le savait déjà, mais on ne l'a pas découvert la nuit dernière, mais c'est que Topuria tape quand même très fort, ou en tout cas une certaine précision dans les coups, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un coup, ça fait mal en fait. En fait, c'est l'alliage parfait entre précision, timing et puissance. Et en plus, quand il frappe, c'est pour détruire, parce que même ses jabs, il ouvre l'arcade de très vite, dès le premier échange, c'est un jab. Ouais. Donc, je vois un peu de trucs qui me plaisaient un peu. Topuria Oliveira, qui cherche à mettre la pression, ramener Topuria contre la cage, essayer de le lutter, de le ramener au sol. Il n'a pas réussi. Il a fini lui-même sur son dos. Ouais. C'est parti un peu dans des scrambles. Il a essayé de lui prendre une clé de jambe, une clé de talon. Ouais. Mais Topuria, injouable, en fait. Comment il défend ça Exactement. Et c'est là où on se rend compte que il n'est pas unilatéral. Il est beaucoup plus complet qu'on le croit. Il est tellement plus complet que ce qu'on pensait. Et c'est là où j'ai l'impression qu'en fait, Oliveira, il a dit, bon, en fait, en gros, j'ai aucune chance de gagner. Viens, on met tout. On va à la guerre. Allez, all-in. Soit je meurs, soit il meurt. On y va. Et on sait qui est mort. Ouais, il a mis sa pièce et il a perdu, clairement. Et on l'a vu, parce que sur la partie boxe, il y a un très... Il y a Baba qui est avec toi dans le chat. C'est incroyable. T'as dit quoi? Il y a Baba dans le chat qui est avec toi. Baba, salut à Baba. On est ensemble, vraiment. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Vraiment, je pense que ça a fait mal au cœur à beaucoup de monde parce que Charles Oliveira, on le disait, c'est un combattant qui est très apprécié, une légende aussi de l'UFC. Il y avait beaucoup qui avaient à cœur de le voir revenir justement au plus haut de cette KT. Et finalement, à l'inverse... Mais quel malade de prendre
Topuria, ce gros malade. À 70 kilos. À 70 kilos pour son 45e combat pro, alors qu'on sait que c'est le mec pas le mec le plus responsable défensivement. Ouvert, il se mange beaucoup de crochets. Donc, après, c'était une opportunité aussi pour lui de récupérer ce titre-là. Ouais, il pouvait pas cracher dessus. Mais je pense même, quand tu vois les images d'avant les combats, tu sais, les conférences de presse et tout. Il y avait beaucoup de respect entre les deux. Ouais, beaucoup de respect. Même il avait l'air un peu absent. Limite résigné, tu dis. Ouais, il savait, mais on savait tous. Franchement. Non, il y a beaucoup de gens qui Tout le monde le savait lui aussi, mais on va parler un petit peu de Topuria parce qu'on va le rappeler qu'il est évidemment toujours invaincu à l'UFC et depuis ses débuts en MMA aussi. Et puis surtout quand on regarde ses 3 derniers combats à Topuria, ses 3 victoires face à 3 légendes de l'UFC. Il y a eu Alexander Volkanovski pour récupérer la ceinture des moins de 66, il y a eu Max Holloway pour la défendre et puis Charles Oliveira pour le titre des moins de 70. 3 légendes mises KO par Topuria. C'est ça aussi, quand on a ça sur un CV, à l'âge qu'il a, Topuria, à 28 ans. C'est déjà énorme. C'est plus qu'énorme. Il est là pour détruire nos héros. En fait, je comprends pas c'est quoi son but. Je l'aime bien. C'est pour ça qu'ils disent l'antagoniste. Il le voit comme un méchant. Vraiment, on dirait Randy Orton en 2009. Prime. Vraiment, il arrive, c'est le plus méchant de tous. En plus, il le fait avec la manière. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux même pas le détester parce qu'il dit je vais l'éteindre ton gars. Mais finalement, il le fait en fait. Ouais, ce qui est beau, c'est qu'après il y a beaucoup de respect souvent. Je sais pas les images quand tu vois dans la Fight Week où en fait il check de l'épaule Volkanovski alors qu'il l'a laissé pour mort. Mais il y a toujours du respect. Donc c'est que pour le. Au début, j'avais du mal avec lui. Je pensais qu'il était trop arrogant. Je pense que c'est une image aussi qui s'est cette image, il n'était pas très appréciable. Puis le Conor McGregor du pauvre, il y avait aussi ce truc-là on voulait un peu le comparer à Conor, ou lui-même se comparer à Conor. Ouais. Exactement, mais du coup, juste après le combat contre Max Holloway, il y a un changement drastique dans la communication où il rend hommage à Max Holloway dans l'octogone. Ouais, c'est une légende, je l'ai regardé, etc. Ouais. Et je me suis dit, finalement, en fait, il a ce côté humain qu'on aime bien. C'est un mec qui veut réaliser ses rêves. C'est ça. Et il y arrive, parce que quand on voit cette victoire, ça fait de lui un double champion à l'UFC. Ils sont que 10 à avoir réussi cet exploit. Ouais. Quand on dit double champion, c'est-à-dire qu'avoir été champion dans 2 catégories différentes à l'UFC, il n'y a pas n'importe qui dans cette liste, vous les voyez tous, McGregor, John Jones, Georges Saint-Pierre, Alex Pereira, Amanda Nunes notamment. Où est-ce qu'on le place, Topuria, aujourd'hui dans l'histoire de l'UFC? Parce qu'on est obligé de parler déjà d'histoire pour Topuria quand on voit ce qu'il a réalisé. Ouais, tu penses quoi, Kabir? Ouais, il y a encore quelques années, je pense, parce que justement, lui, il se donne 2 ans. Il se donne 2 ans encore pour continuer. Déjà, dans la posture où il est, avec le niveau d'adversité, parce que là, on voit beaucoup de champions. Je pense qu'on voit tout en Randy Couture, qui a évolué dans une époque où il y avait encore moins de concurrence. Je pense aussi à Henri Cerudo, qui est dans des catégories où il y a moins de combattants aussi. Là, il est quand même dans les catégories qui sont avec le plus haut niveau d'adversité. Donc, ça le place déjà très haut dans ce classement-là. Après, je pense qu'il faut encore 2-3 belles victoires pour pouvoir le classer précisément. Mais il a un truc par rapport aux autres, c'est qu'il le fait en étant invaincu. Ouais, c'est vrai, c'est le premier ça par contre. Et il a défendu sa première ceinture, il l'a défendue avant de monter chercher la deuxième. Donc il y a certains arguments qui vont dans le sens où il pourrait être l'un des plus grands. Et il n'est vraiment pas à beaucoup de victoires. Hein. Il a encore peut-être une défense. En fait, en gros, c'est simple, il y a 2 chemins. Soit il défend la ceinture lightweight. Et puis, je sais pas par quel coup de folie, il dit non, mais en fait, je veux Islam, moi, je veux monter en welter. Il monte, Et il monte, et il prend ça, il n'y a plus personne qui peut dire le contraire. C'est vraiment le GOAT. Mais l'autre chemin, c'est de faire 3 défenses de titre contre les contenders contemporains qu'il a. Oui, c'est ça, en fait. Paddy Pimblett, Armand Tsarukyan, et pourquoi pas un 3e nom. Après, le problème avec ça, c'est que ça s'arrête jamais. Je vais chercher. C'est un peu ça le problème, c'est que ça s'arrête jamais. Il y aura toujours un nouveau gars qu'il faudra affronter et il va jamais être vraiment le GOAT si il affronte pas tel gars ou tel gars qui monte. Donc en fait, c'est aussi savoir s'arrêter. Et il y a ce dilemme entre prendre le risque de perdre son 0 ou continuer à essayer de bâtir. Il va devenir stratégique à force. Voilà. Exactement. Ce que j'ai envie de dire, c'est tant qu'il ne prend pas 3 ans à choisir un adversaire et après dire bon en fait les gars c'est vous, j'ai fini avec ça, moi je rentre chez moi, je suis retraité. Il rentre pas chez lui. Je sais pas, si vous avez des indices, dites-nous dans le chat. Il y a un truc qui est très fort quand même avec Ilia Topuria et on l'a vu, alors encore plus hier, je pense que par rapport à tous ces autres combats, c'est qu'il fait tout ça avec un énorme sourire en fait, que ce soit pendant toute la Fight Week ou même juste avant d'entrer dans la cage, dans son entrée dans la salle, quand il rentre dans la cage. On va voir les images, il a toujours un grand sourire. Personne ne fait ça avant de combattre, en fait. On le voit. Il y a un côté, certains vont parler d'arrogance, etc. Il y a un côté, je pense, plus certitude. Je sais que je vais gagner. Exactement. Et je ne doute pas. Et donc, pourquoi je ne sourirais pas, en fait, à ce moment-là? Ouais, c'est exactement. Je pense que c'est la mentalité d'un champion. C'est un peu. Il y a des disciplines, je pense à la boxe taille, où le jour du combat, c'est aussi un jour de fête.
C'est la fin de la préparation. Et là, c'est la fête. Tu vas juste confirmer tout ce que tu as fait depuis 6 mois, comme il le disait par exemple Christian Billy, pareil en boxe anglaise. Et c'est un mindset. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est dans un aussi haut niveau et qu'il arrive à être aussi dominant. C'est cette confiance. Et tout ce travail-là qu'il a fait en amont, c'est la concrétisation qu'il a dans la cage. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'il est encore plus marquant que le fait de sourire juste avant d'entrer dans la cage. C'est qu'il a fêté la victoire en étant filmé avant de combattre. Ouais. Donc, il faisait la fête, merci d'avoir fêté avec moi. Et il le partage sur ses réseaux, merci d'avoir fêté la victoire avec moi. Ouais, il change sa bio des fois en amont, il met déjà sa bio en amont. Tu peux pas faire plus confiant que ça, en fait. En tout cas, je sais pas si tu as été le psy de Topuria pendant une semaine ou pas, parce qu'en conférence de presse, il a dit exactement ce que tu viens de dire là, pour expliquer justement sa mentalité et pourquoi il aborde les combats comme ça. No me siento, obviamente, por eso pongo muchísimo esfuerzo porque no soy precisamente invencible, ¿sabes? Como soy que soy vencible, por eso me entreno y me esfuerzo todos los días muchísimo, muchísimo y al final de todo, cuando pongo muchísimo trabajo, sé que he hecho todo lo que estaba en mis manos y que ya la victoria es mía, es lo que yo siempre digo, ¿no? De que yo la victoria ya lo celebro cuando el campamento se acaba. Cuando yo ya doy el peso es como, ya soy ganador. Después dentro del octógono puede pasar cualquier cosa, pero nunca me quedaré con la duda de podía haber hecho más. Eso no vive dentro de mí, no pudiera vivir con eso. Y como esa sensación no está dentro de mí, pues yo ya me siento ganador. C'est simple en fait, le MMA. C'est énorme d'avoir cette mentalité-là. Il est vraiment dans l'aspect de visualisation. Ouais, c'est ça, exactement. Mais vraiment, il pousse le truc à bout. Avant, il y avait Adesanya qui était un peu dans ce délire-là et que voilà, on disait ça peut marcher, c'est peut être crédible. Mais lui, j'ai envie de le croire, moi. Ouais, c'est vraiment la mentalité. Il est crédible en fait. Ça marche. Ça marche vraiment son truc. Parce que ce qu'il dit, il le fait quoi. C'est dingue. Il se donne les moyens. Ouais, c'est ça. Mais c'est une très belle mentalité en fait. En vrai, quand il dit je représente la nouvelle génération de combattants, je pense qu'il inclut tous les aspects que doit avoir un combattant. C'est-à-dire dans sa communication, dans sa préparation. Physique et mental, d'ailleurs. Physique et mental, même spirituel, j'ai l'impression que... Oui, c'est ça. Il y a un côté très spirituel dans ce qu'il dit et dans son quotidien. C'est quoi la suite pour lui, maintenant? C'est un peu la grande question, parce que le but ultime, quand même, pour lui, en montant chez les moins de 70, c'était d'aller défier Makhachev, qui monte de catégorie, donc qui n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit on monte plus haut? Ou alors, il y a peut-être un petit truc, c'est qu'il veut peut-être s'amuser aussi, Topuria. Et s'amuser, pour lui, ce serait d'aller éclater la tête de Paddy Pimblett, par exemple. But if he thinks that he's ready, come on, you blonde bitch. Bring that bitch here. If he wants, bring that bitch here. Well done, lad. Look at me. Look at me. That was a heavy knockout. I give you that respect. But you will never knock me out. I'm going to submit you. You out. little pussy. What I'm going to do is I'm going to put my balls in your you can't knock me out. Pussy. You know I don't get knocked out. You get knocked out. I finish you. Even before the fight. I finish you, little Get man. that fuck your ass from here. I finish you. Paddy. Alors, on en pense quoi de ce potentiel Pimblett Franchement, Topuria? ça serait peut-être le combat le plus intéressant dans la KT. Maintenant, d'un point de vue divertissement, oui. Mais là, ils remplissent Wembley ou Bernabeu ou normal. Wembley, je pense qu'ils remplissent. Wembley ou Bernabeu. Là, on est sur minimum 60 000, 70 000 personnes en live. Ouais, ça pourrait. Et même en Espagne, c'est très bon un UFC espagnol. On peut y croire parce qu'il a une popularité énorme en Espagne. Topuria, on n'en a pas beaucoup parlé. Là, carrément, dans la conférence de presse après avec Dana White et tout, ils ont dit qu'ils avaient les chiffres. Les diffusions en Espagne, ça fait les mêmes chiffres qu'un Nadal ou qu'Alonso quand il faisait c'est la superstar du sport espagnol aussi. À 6h du matin. Oui, c'est ça. C'est comme pour vraiment nous, c'est dans la nuit. Pimblett, il est 8e de la KT, on le rappelle. Moi, je me pose juste une question. Est-ce que Pimblett serait fou à ce point-là d'aller chercher Topuria ou pas? Moi, je ne l'ai pas trouvé confiant du tout, moi. Il était en... il se sent un petit peu obligé de répondre mais pour moi, il n'envoie pas un bon signal. Il avait l'air stressé. Et c'est marrant parce que ça a beaucoup vrillé, puisque à un moment, on avait un moment où Topuria était beaucoup moins populaire que Paddy Pimblett. Et on voyait la conférence de presse où les deux, ils se chambrent un peu. Ça fait un moment qu'ils se cherchent. Exactement. Et Paddy Pimblett, il y a plusieurs années, il le calculait à peine, en fait. Et là, en fait, on a vu que maintenant qu'il a la ceinture, il y a un gros changement. Et je suis d'accord avec toi, cette confiance que Topuria a, j'ai l'impression que ça a un peu fait chanceler Pimblett. Ouais, Pimblett, il avait l'air un peu... il pataugeait un peu. Surexcité pour rien.
Je suis pas en forme. Dis, t'es tout petit, tu commences à attaquer sur le physique déjà. Ouais. Mais hormis le business, là je parle vraiment pour Topuria, est-ce qu'il a intérêt à défier Pimblett ou alors au contraire un Tsarukyan par exemple, je sais pas, chercher quelqu'un d'autre Sportivement, ce serait Tsarukyan. Et Tsarukyan reste quand même l'adversaire le plus légitime. Ouais, voilà, après, je pense qu'il a tellement prouvé. Il est numéro 1 de la catégorie. Ouais, tout à fait, exactement. Il a tellement prouvé que maintenant, est-ce qu'il a arraché la tête des légendes? Est-ce que prendre le numéro 1, puis ensuite prendre le numéro 2, comme on se le disait tout à l'heure, il aura toujours quelqu'un d'autre à prendre. Donc au final, ça c'est une course sans fin. Donc pourquoi pas essayer de remplir son compte en banque dans les dernières années qui lui restent, puisqu'il ne se voit pas beaucoup combattre. Oui, il y a ça, mais je pense que Armand, il mérite son title shot. La dernière fois, il y a eu un petit problème. C'est lui le contender numéro 1. Ça n'empêche pas Paddy de prendre par exemple un fight contre Gaethje, par exemple, qui pourrait être un... Qui serait déjà... Très sympa à regarder et qui le rendrait légitime en fait. Ça va légitimer la position de Pimblett. S'il bat Gaethje, il rentre c'est un contender officiel. Ouais. Et on enterre définitivement le Topuria Makhachev ou on se le garde dans un coin de la tête Je sais pas si Islam se dit je vais peut-être pas redescendre tout de suite quand même en 70 là. C'est gros problème. Il est courageux s'il le fait. Je pense qu'il a plus à perdre qu'à gagner en tout cas. Il y a ça et puis il est en train de bulk up, il est en train de prendre du poids, il galère à prendre du poids parce qu'il veut faire une vraie montée. On a toujours eu l'exemple de Max Holloway qui a combattu en 70 alors que c'est un 66, mais qui a combattu en 70 en ne faisant juste pas de cutting, sans préparation. Et puis on l'a vu la différence quand il a combattu en 70, en ayant pris du muscle, en ayant préparé son corps à affronter Gaethje à l'UFC 300. Je pense que Islam, il n'a pas besoin de prendre beaucoup de poids, mais il doit prendre un bon petit 4-5 kilos de muscle sec pour pouvoir être performant à 70, parce que l'écart est énorme. On passe de 70 à 77. Donc même s'il est à 84 toute l'année, ça ne lui laisse pas beaucoup de marge par rapport aux autres. Si, il tombe contre un Jack Dalla Maddalena qui fait un gros rebond, c'est très compliqué. Déjà, on l'a vu dans le face-à-face avec Paddy Pimblett, il y a un gros écart de taille, alors que c'est à 70, ils sont censés combattre à 70. Voilà, physiquement, ça va être un très très gros défi. Moi, j'avais peur pour Topuria en 70, du coup, il m'a fait fermer la bouche en 4K. Mais voilà, Islam, je pense que ça ne sert à rien de descendre tout de suite, revenir en lightweight maintenant. Prends le temps et mets-toi bien en confiance de défense. Chez les welters. Il ne va pas arrêter de le chercher pour créer justement ce combat qu'il attend. Une petite image sympa pour terminer sur ce Topuria, parce que ce KO a choqué tout le monde, et notamment Sean O'Malley, l'ancien champion des moins de 61, qui avait un temps émis l'idée, je ne sais pas si vous vous rappelez, de monter chez les 66 pour affronter Topuria, justement. Je crois qu'il s'est ravisé depuis. Was that a 2-3-2? Holy fuck. Islam versus Topuria needs to happen. He's up there with John Jones. Knocked out Bolt, knocked out Max, knocked out Charles. Islam next at 170? Holy fuck. Who would even fight Ilya at 155 next? Holy fuck. Thank God he didn't accept my call out. Moi, je trouve ça exceptionnel de ouf. D'avoir cette franchise aussi, de le dire, parce qu'il aurait pu espérer que personne ne se rappelle qu'il a call-out Topuria un jour dans sa vie. Il l'assume aussi, Sean O'Malley, mais ce qu'il dit, c'est que c'est ce que tout le monde pense en fait aujourd'hui, c'est que personne n'a envie d'aller affronter Topuria. Alors lui, il va loin avec cette comparaison avec John Jones aussi, en faisant son palmarès avec les 3 champions qu'il a battus, dont on parlait tout à l'heure. Mais on voit dans sa réaction ce que tout le monde a dû ressentir en fait à ce moment-là, c'est-à-dire que la personne va vouloir y aller en fait. Ouais, c'est devenu un épouvantail là, très clairement. Là, même les plus forts. C'est le mec le plus effrayant de l'UFC, concrètement. Parce que, à part les Dan Hooker, tout ça, tu vois, les mecs un peu déstabilisés mentalement, qui peuvent y aller. Ouais, non, mais j'y vais, moi. Tu vois, mais qui va vouloir y aller directement? Qui va vouloir mettre tout en jeu comme ça? Il faut avoir un gros intérêt financier ou autre, mais il faut avoir en tout cas un intérêt. Quelle soirée quand même on a vécu à Vegas pour cette UFC 317, parce qu'il y avait le main event évidemment, mais le co-main event aussi avec Alexandre Pantoja qui remettait sa ceinture en jeu des moins de 57 kilos face à Kai Kara France. Une 4e défense de titre qui a tourné à la démonstration pour le Brésilien. Attention à la soumission. Il faut vite déverrouiller. Kara France, c'est ce qu'il fait, mais regarde. Attention, la main derrière France, maintenant. ça va être compliqué. Allez, faut aller vite pour que Kara France soit déverrouillé à chaque fois. Et il va finir par taper. Si ça continue. Ah là, la pression, il tape. Incroyable.
Incroyable performance de Alex Pantoja. Il a roulé sur lui. Il l'a fait avec facilité. C'est fou. Et j'en reviens encore une fois, hein, je sais pas que je prends une partie de personne, mais c'est pas que Kakara France n'a pas le niveau, hein, qu'on soit clair. Non, il a le niveau. C'est juste que Pantoja, actuellement, il est dans une dynamique où il est imbattable. Il est intouchable. Un mec de KT au-dessus. Ouais, il était tout simplement trop fort, Pantoja. On a l'impression qu'en fait, il a aucune concurrence aujourd'hui dans sa KT en tout cas. On en parlait tout à l'heure justement sur les doubles champions, les combattants qui sont dans plusieurs catégories. C'est aussi l'un des problèmes dans une catégorie aussi basse, c'est que le roster il est beaucoup plus limité. Et là, il a battu tout le monde 2 fois. C'est-à-dire qu'il a tout le classement, il a fini le jeu, New Game Plus. C'est ça. Et toujours avec la manière. Donc du coup, il n'a plus rien à faire. Mais c'est toujours un plaisir de le voir parce qu'il nous fait des combats magnifiques. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est vraiment imbattable et on ne sait pas qui pourrait prendre. Mais en fait, c'est les combattants qui perdent parce qu'ils s'ennuient. Tu vois ce que je veux dire ? Ça devient oui, trop. Au bout d'un moment, c'est comme, par exemple, Anderson Silva contre Whitman, tu vois. Il commence à jouer et se mettre en danger tout seul. C'est ça. Mais pour l'instant, je pense qu'il est vraiment surconcentré parce qu'il se dit que ça fait que 4 défenses. Oui. À 35 ans, c'est pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc, il se dit, bon, c'est peut-être l'occasion de cimenter un peu plus ma legacy et pourquoi pas monter d'une KT. Mais je pense pas qu'il va être dérangé encore. À part un malentendu Joshua Van qui place un coup qui fait mal. On en parlera justement de Joshua Van tout à l'heure parce que c'est lui effectivement qui se présente un peu comme le nouveau challenger, en tout cas parce qu'on fait monter du coup un petit peu tout le monde dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais juste pour rester sur Pantoja 2 secondes, est-ce que l'UFC ne le sous-estime pas un petit peu ? Vous savez, on prend le classement pound and pound, donc il mixe toutes les catégories confondues. Il est 9e seulement à ce classement-là, Pantoja. Quand on voit une 4e défense de titre avec des performances à chaque fois, il surdomine sa catégorie. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas... alors c'est un peu fort ce que je vais dire, mais forcément reconnu à sa juste valeur aussi à l'UFC. C'est la catégorie dans laquelle il est ? Principalement, parce que Mighty Mouse, à l'époque, Demetrius Johnson, il est parti de l'UFC par manque de reconnaissance. Exactement ça, c'est la principale raison. Le manque de reconnaissance envers les flyweight. C'est les flyweight et les poids lourds, c'est les catégories les moins denses. C'est là où je crois il y a 60 combattants. En termes de roster, c'est pas les poids légers, quoi. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué d'offrir du spectacle et des affiches qui sont un peu différentes. Mais c'est dommage parce que quand tu regardes la catégorie des poids lourds, où finalement on a un roster qui est encore plus faible que celui des flyweights, mais tu as l'effet poids lourd, l'effet spectacle, c'est la catégorie reine aussi par rapport au fait que l'historique de la boxe anglaise. Et c'est pour ça qu'on retrouve des combattants comme Thomas Spinal dans le top 10 pound for pound, beaucoup plus haut. Qui est devant Pantoja. Alors que je trouve que c'est pas forcément légitime, mais il est aussi victime de sa catégorie. Exact. Alors que le pound for pound, c'est justement le but, c'est de se dire s'il n'y avait pas de catégorie, qui serait le plus fort. Et clairement, il est loin d'être 9e. Il se rapproche du top 3 et peut-être même pas 3e. Clairement, moi je le mettrais top 5. Ouais. Si on rentre dans le détail de ce combat-là, parce qu'on a vu juste cet étranglement arrière, c'est sa 2e victoire de suite d'ailleurs sur cette prise-là. Le sol, c'est clairement son atout numéro 1 à Pantoja. On va revoir ce qui s'est passé dans le combat, mais clairement, il a été à chaque fois, il cherchait à l'amener au sol. Et on voit, il a cet aspect, on dirait une sangsue en fait, qui ne lâche pas. Tu vois, qu'il lâche pas sa proie tant qu'il n'a pas réussi, tant qu'il n'est pas arrivé à son but en fait. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est dur de se défaire de Pantoja quand on l'a sur le dos. Et les transitions qu'il a, le niveau, il est incroyable. Et là, il aurait pu l'éteindre sur le bras-tête. Mais en fait, son niveau au sol est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si on se rend compte. Et la justesse avec laquelle il fait ça, les transitions qu'il fait, le timing qu'il a. Et puis là, il savait qu'il allait finir le combat. Il y allait franchement. De temps, exactement. Ouais. Comment il l'a placé, il met le triangle de corps sur l'autre côté que ce qu'il a fait pendant tout le combat. Il l'éloigne de la cage, il le met quelque part où il ne peut pas se tourner sur le côté où il y a le triangle qui est fermé pour que Kai Kara ne puisse pas du tout l'ouvrir. Et après, il cherche l'étranglement. Il restait 3 minutes avant qu'il commence à chercher l'étranglement. Il avait tout le temps qu'il fallait. Masterclass, en fait. C'est d'une maîtrise. C'est réfléchi, effectivement. Ouais. C'est terrible parce qu'on a l'impression que le Néo-Zélandais, quand même, il passe pour presque un amateur dans ce combat-là. Alors c'est là qu'on reconnaît un grand combattant. Clairement, pas du tout. Et en plus... Alors, on ne va pas réduire Pantoja qu'à son sol parce qu'il y a quelques séquences qu'on vous a isolées aussi d'accélération de Pantoja qui sont dévastatrices, qui font beaucoup de dégâts aussi à ce moment-là, des enchaînements de coups. Dès le début du combat, d'ailleurs, il a entamé très fort. Ça fait très mal et ça use aussi l'adversaire aussi d'avoir ce genre tout à fait. C'est là où on voit qu'il est très complet et qu'il est expert littéralement du MMA puisqu'il a ce travail en chaîne
entre le pied-point, avec des gros enchaînements qui permettent de mettre la pression, et un travail de lutte dès qu'il a la possibilité de contrôler, notamment contre la cage. Il met une très grosse pression sur ses adversaires. Et Kai Kara, il n'a qu'une seule solution, c'est d'essayer de reculer, mais au bout d'un moment, on est déséquilibré. Donc on peut se faire attraper pour la lutte, et ensuite, c'est l'enfer qui commence. Tous les kicks qu'il a envoyés, que ce soit en middle ou en ligne basse, c'est vraiment très très fort ce qu'il a fait. Et il a décidé de rester debout avec un des rares mecs qui arrive à éteindre la lumière à des adversaires en 57 kilos. Kai Kara, il a vraiment un gros punch. Et Pantoja, il n'avait pas du tout peur d'échanger avec lui. Ouais, c'est ça aussi. Et j'ai bien aimé la dédicace qu'il a fait à Saladin Parnasse sur les takedowns. La spéciale Parnassa, donc le bodylock. Il l'a glissé. Je suis friand de ça. Moi. Ouais, on est bien. Bon, c'est pas tout pour cette UFC 317. On vous a retenu d'autres petites choses. On va vous résumer tout ça avec déjà un combat record entre Joshua Van, dont on parlait tout à l'heure, et Brandon Royval, chez les moins de 57 kilos. C'est tout simplement le combat où il y a eu le plus de coups significatifs en 2025 à l'UFC. 419 au total, 215 pour Royval, 204 pour Van. À l'arrivée, quand même, les plus gros dégâts, malgré tout, étaient du côté de Van, sans compter le gros down aussi, le gros down qui lui afflige dans le 3e. Et du coup, victoire à la décision de Joshua Van, sa 5e consécutive à l'UFC déjà, et surtout 5e en moins d'un an. En moins d'un an. C'est ça qui est fort, et c'est aussi pour ça qu'on disait il est en train de monter à l'UFC. C'est aussi parce qu'il a énormément combattu. Exactement. Puis il a marqué les esprits aussi. Ça. Par contre, tout à l'heure, tu as parlé des records. Il y a eu plusieurs records dans ce combat. C'est-à-dire que Royval, il a fait son 4e combat de suite avec plus de 100 coups envoyés. Plus de 100 coups significatifs, et on était au 2e round quand il fait ça, quand il bat son propre record de 145 coups. Il bat ses propres records. Ouais, c'est ça. Et Joshua Van aussi, il avait battu un record que j'ai plus en tête, mais c'est incroyable ce qu'ils nous ont proposé. Et pour revenir à Joshua Van... C'est lui le prochain challenger? Oui, clairement. Ils ont fait le face-off, Dana White, il sait. C'est Royval qui a demandé à ce que ce combat soit un title eliminator. Ouais, pour que l'un ou l'autre puisse le prendre. Voilà, pendant la conférence de presse. Ça a été accordé. Pas que ça se finirait comme ça. Voilà, mais il a fait le combat qu'il devait. C'est juste Joshua Van. C'est quoi ce phénomène en fait? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va réussir à secouer Pantoja? Ça, par contre, c'est. Voilà, non, je pense pas qu'il va réussir, mais s'il le fait, mais quel phénomène! Ce serait dingue, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, personne ne le connaissait. Ouais, c'est ça. Je me rappelle de la chronique d'Anto qui présentait le combattant et qui lui disait. Anthony Sterpini qui nous avait présenté Joshua Van. Effectivement, il présentait comme un combattant spectaculaire et il fallait retenir son nom, et il a bien fait parce qu'effectivement là, il a ça d'avoir le titre, et donc. C'est ça, un knockout power chez les flyweight. Ouais, c'est ça. C'est vraiment fort. Ça peut faire la diff aussi pour lui. En tout cas, les deux hommes sont repartis avec un petit chèque de $50 000 chacun de bonus pour le combat de la soirée. En même temps, les deux se sont livrés une vraie guerre, et on va en revoir les meilleurs moments tout de suite. T'as vu la précision quand même de Joshua Van? Regarde la vitesse. Attention, Royval là, faut pas non plus qu'il s'entête. Totalement inactif pour envoyer d'un coup. Regarde. Il démarre très vite, Van, à chaque fois. Ouais, et Royval qui respecte pas tant que ça parce qu'on n'a pas le sentiment qu'il monte sa garde, il continue à aller à la guerre. Il ne faut pas qu'il s'entête non plus à aller à la guerre, justement. Van, dans l'économie, en plus, avec beaucoup d'économie d'énergie, qui arrive à créer beaucoup de situations dangereuses. Les deux ont touché. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il dépense plus d'énergie, Royval. Là, il était contré encore, Brandon Royval. Et là, encore une fois, avec ce crochet du droit. Maintenant, encore une fois, on sent que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Van, plus dangereux quand il démarre. En fait, on a le sentiment effectivement que si l'un des deux combattants pouvait stopper son adversaire sur l'anglaise, on sent que Van est peut-être plus en appui et frappe plus fort. Et là, on l'a vu sur cette tentative de tie clinch. Est-ce qu'il en fait assez par round? Ça, c'est la question. Et puis, c'est les 3 rounds, ce combat. Attention, il a touché encore et encore. Waouh! Faut qu'il se méfie, Royval. Ouais, j'aurais pas cru. J'aurais pensé que le combat allait être beaucoup moins disputé que ça, pour être honnête. Parce que c'était des informations qu'il donnait et en fait, il dégage de l'incertitude en faisant ça. Attention, ça s'est rentré là. Il y a 3 coups qui sont rentrés plein pot et attention. Ouais, ça fait 5. Ouh là là, ouais. Ça commence à s'épicer un peu pour Joshua Van. Ouais, la Van, il a été durement touché quand même au moins 5 fois consécutivement. Faut qu'il fasse attention. Le jab est rentré. Et encore une fois, tu as remarqué, ça marchait bien quand il mixait les jambes et les poings. Là, ça va s'emballer dans les 20 dernières secondes. On risque d'avoir un échange.
C'est fou, hein, parce qu'il peut gagner, Van. Ouais, les deux peuvent gagner. En tout cas, les deux vont gagner le Fight of the Night si ça continue. Oh là là, là et Van a gagné, ça y est. Gagner le combat. Van a gagné le combat. Ouais, Van vient de gagner le combat. On l'a dit, hein, il va se passer quelque chose dans les dernières secondes de ce combat. Et on a un nouveau challenger pour le titre. Et je pense que Van vient de gagner le combat sur cette action. Exactement. Et ça, c'est parce que Royval a trop ouvert peut-être sur la fin. Hein. C'est régalé quand même sur ce Royval Van. Quel combat. Fight of the Night de cette soirée. Et pourtant, il y a eu d'autres combats qui valaient le coup quand même dans cette UFC. Il y en a surtout qui n'ont duré très peu de temps. C'est le cas, par exemple, la victoire de José Delgado face à Heider Hamil chez les moins de 66 kilos. Victoire en 26 secondes, précisément. Ne clignez pas les yeux. Heider Hamil lui compte déjà 3 combats, dont un bonus contre Yong Lee. Ouais, c'est très bien fait, hein, là, le travail de calf kick d'entrée de la part d'Heider qui vient très fort sur les calf kicks. Oh là là, tentative d'amener au sol, et il est contré. Il s'est fait contrer Delgado, mais il se relève très vite. Ils sont très explosifs en ce début de combat. Ouais, ça va vite, hein. Le premier le genou, il a éteint. Ouais, c'est bon, on peut arrêter. Ah ouais, oh là là, il se relève à 1000, mais il est pas bien. Ouais, il est pas bien et je pense que... Et il vient de prendre un dur KO. Oh là 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 là. Sincèrement, je pense que le combat a été arrêté à juste titre. Je ne pense pas qu'il... Ah, ça a été très vite. Il était cueilli à froid parce qu'on venait de commencer le combat. Et puis on se souvient que Heider, en plus, c'est quelqu'un qui encaisse plutôt bien. Exactement. Parce que, en fait, j'allais y venir. J'allais dire, c'est quelqu'un qui encaisse super bien parce que les coups qu'il a pris de William, franchement, il est resté debout jusqu'au bout. Hein. Et là, il prend un coup de genou à la tête. Waouh. Ah ouais. Deuxième combat à l'UFC pour Delgado, victoire en 26 secondes. Ça marque les esprits direct. Sur ce coup de genou là, c'est pas mal. Après, tu peux demander ce que tu veux et ils te disent oui, vas-y, on t'écoute. Si tu continues comme ça, ouais, vas-y. Ouais. C'est sûr, il a de quoi faire. En tout cas, il a fait une belle performance et comme tu l'as dit, il a vengé William. Et avec ça nous Alors oui, voilà. Pourquoi on parle de William Gomis? Parce qu'Heider Hamil, vous en souvenez, c'était le dernier à avoir battu William Gomis, notre Français, en mars dernier. Justement, le nom de William Gomis est revenu encore une fois, mais cette fois-ci dans la bouche. C'est Noël ou déjà? Ouais, peut-être déjà dans la bouche. C'est parce qu'il fait chaud. C'est José Delgado. UFC, William Gomez, that is the next step in greatness. Give me that, please. Noche UFC it is, sir. Congratulations. Jose, my honor. Jose Miguel Delgado, ladies and gentlemen. Ce serait un bon combat pour William? Bah ouais, mais je pense que William, il voudra combattre à l'UFC Paris. Ouais, je pense aussi. Mais après, vu comment ça a été court, là, il peut encore repartir pour Paris. Delgado, il a de quoi faire. Après, il faut voir si contractuellement ça se brancherait, mais ce serait bien. Bah en fait, c'est plutôt au niveau du timing, parce que l'UFC Noche, ça se passe en septembre, et l'UFC Paris, c'est en septembre aussi. Donc je pense qu'il y a 2 semaines d'écart entre les deux. C'est Delgado qui réclame que ce soit à la Noche. On ne sait pas forcément. Ouais, c'est pour ça, on ne sait pas. Parce qu'après, c'est un Mexicain, lui, d'origine, je crois. Donc je pense qu'il veut. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il parle de la Noche. Voilà. À voir. À voir. Bah, William Gomis va réclamer Paris, lui va réclamer ça, en fait, la Noche. Il va falloir voir comment ils se mettent d'accord. Et... Bah, faites-le au Cap Vert, c'est entre les deux. Ça arrange les deux, ça arrange tout. C'est entre les deux, voilà. Une dernière image, messieurs, de cette UFC 317, la victoire de Terence McKinney face à Vyacheslav Borchev. Tu rigoles avec Abir quand je parle de ce combat? Pas du tout. Pour le premier combat de la carte préliminaire, pourquoi on voulait vous le montrer? Parce que là aussi, ça allait très vite. Et là, pour le coup, c'est une démonstration de technique au sol de l'Américain. Présent sur chaque événement de MMA et de sport de combat proposé sur AMC Sport. Nous on attaque ce combat, je vous rappelle le premier combat de la carte préliminaire, cette UFC 317 catégorie lightweight. Et tout de suite une amenée au sol de McKinney, on ne s'attendait pas à ça. Ouais, et attention, hein, parce que Borchek a été très précis sur les 2 premières frappes avec ce coup de pied retourné suivi du calf kick. Et par contre, Terence McKinney qui a bien compris les faiblesses de son adversaire. Et l'attaque tout de suite. Alors, qui me semble avoir bien verrouillé ce bras tête. Attention, il vient crocheter la jambe. À mon avis, ça va être compliqué pour Borchek de sortir d'ici. Est-ce qu'il réagit encore? Est-ce qu'il réagit encore? L'arbitre doit être très vigilant. Ouais, parce que là, c'est vraiment une question de placement, mais il doit vraiment pas être bien Borchek. Là, il est vraiment en survie. Là, il est mieux. Ah, il tape, non? Non, pas encore, mais ça va devenir compliqué. Ouais, ça va devenir compliqué. Il est obligé de taper. Il a préparé sa main à plusieurs reprises. Il est pas loin de taper Borchek. Il tape, il a pas le choix. Incroyable. Il essaie de tenir le plus longtemps possible. Extrêmement malin de la part de Terence McKinney qui est vraiment parti sur le chemin de la victoire. Il a décidé d'aller au sol très rapidement. Et on vous l'a dit, McKinney il est très dangereux dans les premières minutes de combat.
55 secondes de combat précisément. Alors c'est très loin d'être la victoire la plus rapide de Terence McKinney, qui est un spécialiste des premiers rounds. Mais je crois qu'il est déjà allé 5 fois plus rapidement pour une victoire. Donc, je crois qu'il a le record du KO le plus rapide chez les lightweight. Incroyable. Donc on l'a vu là sur ces techniques au sol, calculées dès le début, parce qu'il a un objectif en tête, il y va et ça fonctionne. Exactement, il a trouvé les bonnes solutions en mode sorcier. Dès qu'il voyait que ça bloquait d'un côté, il allait de l'autre côté. Et tu le disais, il a fait de très belles transitions de lutte. Ouais, c'était vraiment pas mal. Je ne pensais pas qu'il arrivait à faire ça. En fait, il passe d'un anaconda choke à une guillotine montée. C'est très très fort. Ouais, magnifique. C'est vraiment fort. En plus, il a de la chance que ça se passe au premier round. Ils sont encore secs. Ils sont frais. Ils sont frais et c'est vraiment un élément qui rentre en jeu. À partir du moment où il y a de la transpiration à fond, plus la vaseline et tout, ça glisse. C'est difficile de finir des soumissions.